choisir cet après-midi ce que je vous ferai pour remplacer Adélie Brenner, parce que je veux qu'on assure à chaque fois une présentation. Et donc, finalement, vous entendez beaucoup parler de Rickettsies, mais je ne suis pas sûr que vous sachiez bien ce que c'est, donc je pense que c'est le moment de faire le point. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, j'ai présenté ça l'année dernière en Afrique du Sud, et ça permet de faire le point là aussi sur des questions qui étaient intéressantes. Premièrement, sur une bactérie gram négative, strictement intracellulaire, qui, chez l'homme, est transmise par les arthropodes éthiques, les puces, les poux, les mythes, peut-être d'autres organismes, et en tout cas qui n'est pas du tout exclusive des arthropodes, puisqu'on en trouve dans les admates, on en trouve dans probablement les plantes, on les trouve dans les amides, et elles ont une origine commune avec toutes les mitochondries. Donc les mitochondries et les Rickettsies ont une grande partie de leur génome en commun, ce qui montre que les eucaryotes, c'est quand même assez tardif, parce que l'apparition de Rickettsies, c'est 1 milliard d'années à peu près, si on en croit les horloges moléculaires. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas d'eucaryotes avant 1 milliard d'années. Alors vous voyez tous les arbres qui montrent que les eucaryotes sont partis d'1 milliard d'années, il n'y avait pas d'eucaryotes. Il y avait quelque chose qui était avant les eucaryotes. Bon, là, les traces ribosomales, il n'y avait pas d'eucaryotes. Et la question qu'on se pose actuellement, c'est ce que c'est transmis par les moustiques, et puis encore bien pire. Donc, c'est une caricature de la manière dont les choses, la médecine a évolué. Au début, c'était des maladies graves, importantes, sur lesquelles les gens ont travaillé. À partir de ce moment-là, les choses ont été fixées, ou à peu près fixées. Et puis, de moins en moins de gens ont travaillé, et les choses sont devenues de plus en plus simples apparemment. On a vu ça avec la peste, par exemple. Et donc, au début, et durant l'ensemble du XXe siècle, finalement, on disait qu'il y a une maladie qui est le typhus, qui est transmise par les poux. Il y a des maladies qui sont transmises par les tiques. La fièvre auprès des montagnes rocheuses, c'est une maladie terrible qui tue tout le monde. Et toutes les autres sont peu sévères. Ça, c'est la relance américaine, c'est la nôtre qui est méchante. Le typhus murin est transmis par les puces, et puis transmis par les mythes, le scrub-typhus et la rickettsiose vésiculeuse. De manière intéressante, à chaque fois qu'on trouvait une autre Rickettsies dans un arthropode, on considérait qu'elle était non pathologique. Et ça, c'est intéressant, c'est une vraie dichotomie. Moi, c'est la première fois que j'ai découvert scientifiquement la dichotomie. Tout ce qui n'était pas connu comme étant pathologique étant considéré comme étant non pathologique. Et je me rappelle, la première fois où vraiment j'étais irrité avec cette histoire d'un congrès de rickettsiologie. J'ai dit, écoute, justement, j'ai 5 ou 6 quasiment pathologiques, comme tu dis. Viens dans mon laboratoire, je t'injecte 10-6 intraveineux et on voit si tu es malade après, tu es pas malade. Il m'a dit, je le ferai pas. Donc c'est pathologique ou je ne sais pas si c'est pathologique. Et en réalité, maintenant, il y a plein de nouvelles bactéries, plein de nouvelles rickettsioses, avec beaucoup de tableaux cliniques. Il y en a qui n'ont pas de d'éruption ou des adénopathies, d'autres qui n'ont pas d'éruption et pas d'inoculation, de discard d'inoculation. Il y en a qui n'ont que de la fièvre, et il y en a même maintenant qu'on trouve chez les patients apyrétiques en pays d'hyperendémie et qui ne sont pas malades. Il y a des Rickettsies qu'on trouve dans les prises de sang de gens qui ne sont pas malades. Donc, en réalité, vous voyez, ça c'était... En plus, il y avait une espèce de schématisation, quand on réfléchit, qui n'a strictement aucun sens. On disait, voilà, il y a une rickettsiose tique par continent. D'accord. C'est complètement idiot, on ne voit pas pourquoi il n'y en aurait pas 2 ou 3, parce que les tiques, il y avait 3 espèces de tiques. Donc c'était une rickettsiose tique par continent. Donc c'était assez... C'est comme ça que j'ai appris, et toi aussi, la vérité, c'était comme ça. Puis après, beaucoup avec les points les choses qu'on a mis au point, et en particulier en utilisant beaucoup les biopsies cutanées, maintenant qu'on remplace par l'écouvillonnage des lésions d'inoculation, qui marche extrêmement bien. C'est quelque chose qui est en place dans le qui est fait relativement peu agressif. Eh bien, on arrive à faire du diagnostic moléculaire, on a trouvé une quantité de nouvelles rickettsioses. Ce qui a été implanté récemment avec l'équipe de Philippe Parola, c'est aussi l'identification maintenant des tiques, non pas par des entomologistes qui sont des êtres rares et de plus en plus rares, mais par le mal Titov, de manière très simple. Et maintenant, on est capable aussi d'identifier par le mal Titov non seulement l'espèce de tique, mais si la tique est infectée par une Rickettsies ou si elle n'est pas infectée par une Rickettsies. C'est un papier qui vient de sortir d'une grande révolution. Et du coup, vous voyez que
le paysage a changé de manière très considérable par rapport à l'époque où on a commencé ça. Alors, il y a plusieurs questions qui ont été intéressantes, qui ont mis extrêmement longtemps à être expliquées. Celle-là, c'en est une. Je ne comprenais pas, tous les textes disaient que la saison de rickettiosa était parallèle à la saison de tic. Et c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'en réalité, la pic de tic pour la fièvre boutonneuse des chiens, en réalité, c'était en juin. Et le maximum de cas, c'est en septembre. Donc il y a un délai extrêmement important. Il y a des théories, un type avec qui j'ai travaillé ici, qui s'appelait Gillot, qui disait c'est parce que c'est les formes de signature, etc. Et on a compris enfin, donc pendant des années, je me suis posé la question de savoir pourquoi c'était. Je n'avais pas d'explication. On a compris enfin quand on a eu une fois quelques cas qui sont arrivés en avril à Nîmes, Cap Cagoplé, et c'était le mois d'avril qui était le plus chaud qu'il y avait eu depuis 50 ans. Donc on a compris qu'en réalité, c'était pas du tout. Le problème était probablement simplement la chaleur. Donc ça, c'est une expérience très simple. On a pris les larves et j'ai mis les larves soit à la température du laboratoire, soit à 40 degrés. Et je les ai posées sur mon bras pour voir si elles s'attachaient d'un côté ou de l'autre, et les ai posées en même temps. Et en combien de temps elles s'attachaient? Bien, au bout de 10 minutes, vous avez les zéros qui sont attachés quand les larves étaient à température ordinaire, et celles qui étaient à 40 degrés, vous avez la moitié des larves qui sont attachées en 10 minutes. Donc il y a une différence de comportement qui est absolument caricaturale, et qui est due au fait que le signal qui fait que probablement elles changent d'hôte, et qu'elles perdent leur spécificité d'hôte, c'est l'augmentation de la chaleur. Alors, la fièvre attique africaine, je ne vais pas trop insister dessus. Je vais, en réalité, plus essayer de vous parler de Rickettsia felicis, qui a vraiment été une histoire extraordinairement étonnante. Donc, c'était une bactérie qui a d'abord été trouvée dans des puces en Californie, et dans les puces de chat, ça s'appelle Cnenocephalides felis. De manière intéressante, cette Rickettsia avait été vue mais non cultivée et appelée Rickettsia ctenocéphalie en 1930. Et ça a été oublié, comme il arrive, pendant très nombreuses années, pendant 40 ans, et puis redécouvert. C'est une histoire qui avait été une histoire problématique parce qu'il y avait une équipe qui avait déclaré qu'ils avaient réussi à publier, ils ont publié 3 papiers. Ils avaient réussi à cultiver à 37 degrés sur les cellules véro. Donc, bon, pendant longtemps, je ne m'y intéressais pas parce qu'elle avait été trouvée seulement aux États-Unis. Et puis, j'ai reçu un jour des prélèvements de puces d'Éthiopie, parce qu'il y a plein de puces pendant la saison de pluie dans les puces en Éthiopie. Tout le monde se fait piquer les gens des maladies. Je me dis, est-ce que ce ne serait pas une rickettsiosis typhus murin? Donc, par PCR, on trouve que c'est Rickettsia felicis, donc je me commençais à m'intéresser. Essayer de le trouver, en réalité, ils n'avaient jamais réussi à le cultiver, ils avaient été contaminés par une autre Rickettsia typhi. Et la raison, c'est que c'est une Rickettsia qui ne pousse pas à 37 degrés. Ce qui est d'ailleurs toujours un mystère, c'est de comprendre comment on est malade avec des bactéries qu'on n'arrive pas à cultiver à température ordinaire. Mais c'est le cas de très nombreux micro-organismes, de virus et de bactéries qui sont, dont l'hôte majeur est l'arthropode, beaucoup mieux à 25 degrés. Donc on a utilisé des cellules d'abord de xénopes, de grenouilles, et ensuite des cellules de moustiques, des cellules d'ALS et des cellules pour les cultiver. D'une manière très surprenante, donc on l'a cultivé, on l'a séquencé, c'est la première Rickettsia dans laquelle on a trouvé un plasmide, donc ça a beaucoup surpris. Et de manière très surprenante, quand on a commencé à faire l'étude des fièvres au Sénégal, où on a un laboratoire, eh bien, on a trouvé, chez ceux qui on a commencé par tester ceux qui n'avaient pas de paludisme, eh bien, on a trouvé beaucoup de Rickettsia felicis, 3%, 4%. Et pendant longtemps, on s'est posé la question de savoir si c'était une contamination, c'était pas une erreur, c'était un tel hasard, si vous voulez, qu'on se trouve justement avec Rickettsia felicis, c'est une question, je crois qu'on travaille de se retrouver là. C'est tellement étonnant que on a multiplié les contrôles, et puis petit à petit, quand même, un type, ça va. Au moment où je l'envoie, je reçois comme éditeur un article qui est exactement en miroir, qui était celui-là, qui était des gens qui trouvaient la même chose que nous, exactement, en même temps que nous, mais on ne savait pas du tout qu'ils faisaient cette étude au Kenya. Et donc,
les deux papiers ont été publiés face-to-face, qui se validaient l'un l'autre. On a continué à travailler là-dessus, on trouve beaucoup, et on a trouvé que c'était absolument parallèle à ce que l'on voyait avec le paludisme, et que donc on a étudié pour ce travail, on a étudié 3000 personnes fébriles et 500 personnes non fébriles qui allaient de Marseille, l'Afrique du Nord, le Sénégal, le Gabon, et il y a un gradient qui est exactement parallèle avec la même population. Et donc on s'est posé la question de savoir si c'était transmissible par les moustiques. Et on a trouvé effectivement qu'il y avait d'une part dans des anophèles et d'autre part dans des ALS. On a publié ça et actuellement on vient de soumettre un article avec un modèle expérimental qui montre que le Rickettsia felis peut être transmis par les moustiques. C'était pas le dernier point. Il y a deux choses étranges qui sont passées. D'abord, effectivement, on a regardé les fesses de gorilles et de chimpanzés ont beaucoup servi à essayer de retrouver si c'était des réservoirs de pathogènes humains, en particulier pour le sida, pour le paludisme et pour la leishmaniose. Donc on a regardé si on trouvait ça aussi pour le Rickettsia felis, puisqu'ils sont exposés aux mêmes choses. Et oui, on l'a trouvé dans les selles de gorilles, et on l'a trouvé aussi dans les selles humaines. Donc on peut utiliser les selles humaines pour mettre en évidence la présence de Rickettsia felis. L'autre chose, c'est que on a trouvé un gosse qui avait, et ça c'est la dernière histoire et c'est la plus étonnante, on a trouvé un gosse qui a présenté une éruption vésiculeuse. Il n'y a pas beaucoup de maladies vésiculeuses. Et donc, maladie vésiculeuse, il y a un prélèvement qui est fait sur place au Sénégal. On trouve Rickettsia felis dans la vésicule, très bien, on regarde, on décrit ça, et on décide d'écouvillonner tous les patients qui avaient des lésions cutanées pour tester toute notre batterie de PCR. Et dans notre batterie de PCR, on trouve en particulier des streptocoques A, des staphylocoques dorés. On dit qu'il faut faire attention qu'on ait des contrôles, ce qui va être un des éléments majeurs de la bascule de la connaissance actuellement, c'est la multiplication des contrôles qui auraient dû être faits mais qui se faisaient pas en clinique. Voilà. Et donc on fait des contrôles en écouvillon, et pour les contrôles en écouvillon, on fait quelque chose auquel on n'aurait jamais pensé. On passe toute la batterie de PCR, et qu'est-ce qu'on trouve sur la peau saine? On trouve Rickettsia felis. Ça complique infiniment les choses. On va dire, attendez, d'autant que quand on avait fait des contrôles avec le sang, on trouvait qu'il y avait des pourcentages, peut-être des 4 fois moins, mais il y avait des gens qui étaient affaiblis et qui avaient aussi de l'ADN de Rickettsia felis dans le sang. Pas, ça vient d'ailleurs du sang maintenant, c'est parce que c'est sur la peau. Pour regarder si c'est sur la peau, l'idée c'est de dire, tiens, c'est très poussiéreux, sahélienne, la fin du Sahel, et donc est-ce que c'est pas la poussière? Donc on commence à faire la PCR. La poussière, on retrouve dans la poussière. On regarde qu'est-ce qu'il y a dans la poussière. La poussière, il y a des tout petits insectes qu'on appelle des poux d'olive en réalité, qui ne sont pas dans le livre, qui ont été décrits dans le livre d'abord, et on regarde est-ce que c'est dans le poux d'olive, et 100% des poux d'olive sont affectés par les Rickettsia felis qui viennent d'ici ou du reste du monde. Donc la question qu'on se pose actuellement, c'est de savoir si, bien entendu, qu'est-ce que ça fiche dans les moustiques. Ça peut, le moustique peut, au moins, un certain nombre d'éléments qui penser que ça peut vectoriser les Rickettsia felis. Et l'autre question qui se pose maintenant, c'est est-ce que, finalement, dans les poux d'olive, joue un rôle dans la transmission, d'une manière ou d'une autre, de Rickettsia felis. Donc voilà une maladie qui est un gradient. Vous voyez que l'histoire de dérouler l'histoire de Rickettsia felis est d'une complexité extraordinaire. Simplement, plus on rajoute de recherche atypique, plus on trouve de choses qui sont nouvelles autour de cette bactérie, qui est actuellement la bactérie qui est retrouvée le plus fréquemment de toutes les études qui sont faites sur les patients fébriles en pays tropical, que ce soit en Afrique, que ce soit dans le Pacifique, que ce soit en Sud-Est asiatique. C'est extraordinairement. Très bien.